Vous le savez, hein, dans l'Actu C'est Vous, nous aimons donner la parole aux streamers et streameuses. Et aujourd'hui, on est avec Emodem et Damon. Emodem, que vous commencez, je pense, à connaître, elle est souvent avec nous, si vous êtes un des habitués de l'émission. Ces discussions avec nos amis streamers, un concept, un format que vous appréciez, si j'en crois encore, vos récents commentaires, nombreux, sous notre dernière vidéo. Donc, continuez à laisser des commentaires, hein, ça pèse sérieusement dans la balance pour le maintien de ce format. Faites-le vraiment, car peut-être qu'on retrouvera les streamers régulièrement sur le média dorénavant. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de Darmanin, Retailleau et de la dérive extrême droitière de ce gouvernement. Ils vont aussi réagir au sujet de notre première partie d'émission, hein, les mensonges de François Bayrou pour défendre une institution catholique où de nombreuses violences ont été commises sur des jeunes élèves. Et s'il nous reste un peu de temps, il y a un petit sujet que je garde pour la fin en guise de dessert. Bonjour Emodem, bonjour Damon. Bonjour. Salut Cyril. Comment ça va, Emo? Ça va. Désolée pour le bug tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Nous-mêmes, on aurait dû couper le micro, mais y a pas de souci. Et Damon, comment ça va? Eh ben, comme un streamer de nu, mais il en faut. Bah, oui, effectivement, Damon qui fait son retour, hein. On avait eu le plaisir d'être avec lui il y a quelques semaines maintenant, et là il est de retour pour parler de l'actualité. Et ben, comme vous avez certainement entendu, en tout cas vous avez suivi le sujet de cette première partie, hein, donc j'aimerais avoir vos réactions à ce que David Perrotin, journaliste de Mediapart, vient de nous raconter, hein. Donc nous étions avec lui pour parler des mensonges de François Bayrou, hein, qui protège une institution catholique, l'institution Betaram, où des violences sexuelles et physiques ont été commises sur des élèves. D'abord, toi, Damon, réaction par rapport à cette affaire-là et aux mensonges du Premier ministre? De la consternation et de la lassitude, mais 112 plaintes. GG d'ailleurs à Antoine Rouget et David Perrotin pour leur enquête. C'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de papier sur ce sujet. 60 ans de mensonges. Bayrou qui, dès 96, le savait. En plus, il revient sur différentes versions. Je ne sais plus si vous l'avez abordé dans la première partie de l'émission, mais sur est-ce qu'il avait approché un certain juge ou pas de façon feutrée, histoire d'étouffer un petit peu l'affaire. Bon, il y aurait ce sur quoi je voudrais revenir aussi, c'est que comme vous le rappeliez, c'est un bahut qui était en contrat avec l'État. Et là, on voit qu'il a été protégé pendant 60 ans. Et avec les polémiques actuelles, imaginez si un lycée autre que catholique avait été épinglé pour ne serait-ce que 1% des mêmes faits. Est-ce qu'il serait couvert au plus haut sommet du gouvernement ? Certainement pas. On l'a vu avec récemment un lycée lyonnais qui a fermé pour beaucoup moins que ça. Un lycée musulman lyonnais qui est en contrat avec l'État et qui voilà. Et Averroès à Lille aussi. Bref, il y a pas mal de... Ça arrive régulièrement pour les lycées musulmans. Pour moins que ça, bonne réflexion de toi, Damon. Effectivement, pour moins d'1% de ce qu'on reproche à Betaram, ces lycées auraient déjà fermé depuis bien longtemps. Oui, toi, Emo, sur cette affaire et les mensonges du Premier ministre? Moi, déjà, premièrement, j'ai été assez surprise quand l'affaire est ressortie cette semaine sur Mediapart en faisant directement un lien avec Bayrou. Donc j'en avais déjà jamais entendu parler parce que j'ai vu déjà certains, en cherchant le nom, j'ai vu des anciens articles sur cette école qui parlaient déjà de violences sexistes et sexuelles, enfin violences sexuelles là pour le coup, et de violences même sur les enfants. Et on voit dans tous les cas que Bayrou maintenant annonce avoir déjà entendu parler de cette histoire et d'histoire dans cette école, mais avec des baffes qui auraient été données où on lui aurait déjà donné une baffe ou quelque chose, il aurait entendu parler de baffe à donner à des élèves, dont un élève qui aurait perdu une oreille. Et en fait, on se demande comment c'est possible que ce genre de choses soit encore... on se doute que ce genre de choses sont encore mis en place en France, mais maintenant qu'on a un cas concret, c'est assez horrible. Moi, ça me rappelle vraiment les histoires que mes parents me racontaient quand j'étais petite, de laver la bouche au savon ou ce genre de choses. On avait le cas Stanislas aussi, ceci dit. Hein. Là, ça commence à faire un peu beaucoup. Hein. Ouais, cas Stanislas, c'est des thérapies de conversion. Alors ça, on sait encore plus que ça existe, et je pense qu'il y a même des écoles publiques qui peut-être parfois le font, d'essayer d'orienter des élèves LGBTQ dans ce qu'ils pensent être le droit chemin. Mais là, je parle vraiment de violence aussi physique. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à vraiment concevoir et à du coup avoir ce cadre encore plus précis d'une école. Donc ça prouve que pour moi, en tout cas, c'est sûr que c'est pas la seule école en France où ça se passe, ce genre de choses. Et du coup, c'est
Surprenant fait que le peur, Premier quoi. ministre, ouais, d'une part, et surprenant que enfin, à l'époque, ministre de l'Éducation pour certaines affaires, élu local, C'est encore et plus son aujourd'hui, dossier, ouais. ouais, et aujourd'hui, Premier ministre ne souhaite pas en parler quand on lui pose des questions, et elle mentit sur plein d'éléments. Ça paraît assez fou. Est-ce que vous pensez que ça peut être un véritable scandale d'État qui pousserait le Premier ministre à démissionner? Bah, Peut-être Bah, que... Le problème, vas-y, c'est qu'on risque de ne pas en entendre assez parler. Alors, c'est très bien qu'on en parle sur le média. J'ai aussi vu, du coup, dans Mediapart, moi, j'ai quand même vu pas mal de presse papier, au moins faire un article dessus. J'ai vu Libération, même des papiers un peu plus droitiers. Je crois Le Point a fait un article, etc. J'ai vu Le Monde aussi. Mais à la télé française, j'ai l'impression que déjà, ça, on n'a pas tellement parlé. Peut-être eu un entracte sur TF1 récemment, mais c'est à peu près tout. Et surtout, je ne pense pas, et j'espère en tout cas que la réalité va me faire mentir et que le futur va me donner tort, mais j'ai l'impression que personne dans les médias va confronter Bayrou là-dessus. Qu'on ne va pas avoir une Apolline de Malherbe ou n'importe qui sur BFM qui va confronter directement la personne en lui disant ah mais d'accord, et cette histoire, vous en pensez quoi, vous en tant que Bayrou, mais que quand il y aura Bayrou, ils vont juste éviter le sujet, comme ils ont évité le sujet quand Retailleau était là il y a 3 jours, que c'est pas un sujet auxquels ils vont devoir se retrouver confrontés. Et je pense que c'est là-dessus qu'on arriverait à faire avancer la chose, quoi. Effectivement. Alors, Vas-y, après, Damon. à l'époque, il avait été un très très éphémère garde des Sceaux. Il avait sauté pour un petit peu moins que ça. Je crois que c'était pour son assistante parlementaire, Marielle Exactement. de Sarnez. Donc, mais est-ce qu'on est toujours dans la méta de 2017 où on était lourdé pour ce genre de choses? Non, Effectivement. 2017, il a dû démissionner de garde des Sceaux parce qu'il était en procès pour les affaires du Modem. Lui-même était en procès. Donc oui, effectivement, je pense qu'on est... J'ai Après, l'impression t'es qu'on est moins dans démissionné cette au final. période-là, effectivement, d'émission pour juste simplement être entre guillemets, enfin, dans un procès. En tout cas, voilà l'épisode dans Bayrou, mais dans le gouvernement et la famille Bayrou, je demande Gérald Moussa Darmanin, ministre de la Justice, qui récemment nous a fait plusieurs sorties, notamment sur le droit du sol. J'ai le sentiment qu'en fait, on parlait pas trop de lui depuis le début du gouvernement Bayrou. Il fallait bien que lui aussi fasse son apparition. Sur le droit du sol, il est revenu en parlant effectivement toujours de Mayotte et autres. Selon vous, en fait, cette question du droit du sol, elle revient souvent dans le débat public, alors qu'elle concerne finalement qu'une partie infime des naturalisations. Pourquoi, même si on a une petite idée, mais pourquoi Darmanin s'en saisit maintenant? Est-ce que c'est justement pour draguer l'extrême droite et les électeurs d'extrême droite? Il y a toujours eu cette stratégie. Alors après, on utilise opportunément des crises climatiques pour régler des problèmes qui n'ont absolument aucun rapport. Sur le droit du sol, de toute façon, est-ce qu'il s'applique toujours à Mayotte? Depuis quand il s'applique plus de toute façon à Mayotte? Ouais. Moi, j'ai l'impression que Darmanin, ça a toujours été dans son idéologie. Bon, bien évidemment, on sait que Darmanin vient de l'Action française à la base et de l'extrême droite. Mais je pense, il faut aussi rappeler qu'il y a eu Wambushu il y a quelques années et qu'il a toujours essayé de ramener le droit du sol et la question du droit du sol sur le tapis et sur le sujet. Et que là, du coup, une nouvelle catastrophe à Mayotte, malheureusement, fait qu'on repose la question de Mayotte et que du coup, le lien a pu se faire avec Wambushu. Du coup, ça permet de reposer le droit du sol dans le champ médiatique. Et maintenant, du coup, le fait que ça a été voté pour Mayotte, d'enlever le droit du sol aux Mahorais, et enfin la notion de Ça droit va du leur sol à éviter les Mayotte. cyclones, ouais. Ouais, mais surtout, ça a permis du coup, à l'extrême droite et à Marine Le Pen à l'Assemblée de ramener le sujet pour l'Hexagone et pour tout le reste du territoire national. Et moi, je tiens à rappeler dans ce débat que on a des exemples de l'extrême droite tout court, très proches de chez nous depuis quelques années, qui sont en train de revenir sur le fait d'être déjà à la base revenu sur le droit du sol. On a Mélanie en Italie qui est en train de faire revenir elle-même après avoir été très dure sur l'immigration. Maintenant, ils essayent de faire revenir 191 000 migrants parce que ils ont Le remarqué patronat le demande. que dire non à l'immigration, ça marchait pas, surtout au niveau du travail, etc. Et on a aussi le cas de l'Allemagne qui, depuis 2000, est revenu sur... donc, on avait le droit du sang pendant des années et des années en Allemagne. C'était même... c'était l'habitude. Et depuis les années Ils ont 2000, encore un peu de droit du sol, ouais. Ouais, ils ont déjà fait une réforme, donc la réforme du droit du sang pour implémenter le droit du sol et faire en sorte d'avoir un droit du En sol un 2000, peu ouais. partiel comme on a depuis les années 2000 pour qu'en Allemagne, faire entrer la société turque
dans la civilisation allemande, dans le droit allemand. Quoi. Et du coup, ça fait que on a des cas ailleurs de besoin... Enfin, une politique qui éloigne le droit du sol ne marche pas. Et on revient là-dessus aussi en France. Oui. Alors que d'aucuns diraient que ça fait partie des fondements de notre Constitution aussi. Et donc, paradoxalement, de l'identité française, puisque ces gens sont obsédés par l'identité. Et effectivement, l'identité française, comme tu le dis très bien, Damon, ils sont obsédés par ça, l'extrême droite souvent. Et là, pour le coup, on devrait au contraire justement se dire le droit du sol en faisant partie, c'est plutôt une bonne chose. Mais après avoir parlé du droit du sol, le ministre de la Justice ne s'est pas arrêté là. Il a également parlé du mariage entre Français et personnes d'origine étrangère et qu'il souhaitait éventuellement changer la loi. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. Est-ce que vous trouvez ça normal, comme garde des Sceaux, ministre de la Justice, que Robert Ménard, maire de Béziers, risque une condamnation? Alors, comme garde des Sceaux, ministre de la Justice, je ne vais pas commenter une affaire dans laquelle quelqu'un va être convoqué devant un juge, vous comprenez bien. Bon. Comme homme politique, oui, la loi, aujourd'hui, enjoint le maire de marier cette personne, mais je souhaite changer cette loi. Donc, il y a une proposition de loi de Stéphane Demilly, qui est un sénateur centriste, qui arrive bientôt au Sénat, qui prévoit que le maire peut s'opposer au mariage entre une personne régulière ou française et quelqu'un d'irrégulier. Et je pense que c'est une loi frappée du coin du bon sens. Damon, quand on entend Darmanin, ces différentes sorties, les enchaîne, qu'est-ce que tu en penses déjà de ce qu'il vient de dire sur cette histoire de changer la loi? Et est-ce que finalement, on n'est pas vraiment dans des logiques d'extrême droite, clairement? Généralement, écoutez les personnes qui vous invoquent le bon sens, l'extrême droite n'est jamais très très loin, ou au mieux des avis de comptoir complètement éclatés. Ça aussi, un petit peu entre les deux avec Darmanin. Je ne sais pas quoi en dire de plus, malheureusement. En fait, on peut simplement trouver après la loi immigration, après toutes les attaques, après les lois antiséparatisme qui réintroduisent, non pas un racisme systémique, mais un racisme d'État. Mais non, il faut continuer de pousser toujours plus loin cet agenda. Effectivement, et toi, plutôt que de régler les problèmes des Français. Bon. Moi, déjà, je tiens à préciser, et on a vu avec le très bon complément d'enquête qui est passé il y a une semaine ou deux sur les OQTF, que 93% des personnes sous OQTF, donc les personnes qui sont illégalement en France, comme en parle Darmanin, sont des gens qui n'ont jamais commis une entrave à la justice, à part le fait de se maintenir illégalement sur le territoire, mais aucun crime, aucun délit, etc. Donc, on parle vraiment de 93% des gens qui sont totalement dans la légalité, du comportement en tout cas. Et en revenir à poser la question de, du coup, est-ce qu'une personne qui est illégalement sur le territoire peut se marier avec une personne française? On essaye juste de mettre des choses dans le débat politique et dans le discours médiatique qui vont choquer les gens et qui vont juste tirer de plus en plus la fenêtre d'Overton vers la droite et l'extrême droite la plus violente possible, et de totalement pourrir le débat politique pour que les gens acceptent de plus en plus des idées aussi dures, aussi racistes, soyons clairs, de xénophobes, et qui remettent en réalité toutes les libertés individuelles en question, pas que des étrangers, mais aussi des Français. Là, on parle aussi de notre droit à nous marier avec qui on veut, en soi, un mariage civil, donc même pas du tout, aucun rapport avec la religion, ni quoi que ce soit. Même ça, c'est remis en question, et c'est effrayant. J'ai envie de comprendre comment on en arrive là, quoi. Et le fait que ça émane d'un soi-disant centriste est signifiant aussi. Bon, le centrisme n'existe pas, c'est des gens qui sont ni de gauche ni de gauche, mais on en avait une nouvelle confirmation pour les gens, et plus si affinité du coup. On continue toujours dans l'extrême droite, on va dire que c'est un peu le fond de cette partie-là aujourd'hui. C'est la France. Ouais, on en est, allons-y. C'est la France actuellement, en tout cas pour certains membres du gouvernement. Là, on va parler d'un autre, c'est Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, notre cher Bruno, et c'est Marion Maréchal Le Pen, Marion Maréchal, on dit aujourd'hui, qui confirme qu'elle a de nombreux points communs avec Bruno Retailleau. Pour ceux qui en doutaient encore, voilà ce qu'elle nous en dit. Est-ce qu'on peut dire, pardon, que plus rien ne sépare Bruno Retailleau de vous? Moi, je m'en cache pas, j'ai très peu de différences idéologiques avec Bruno Retailleau. Enfin, je les compte sur les doigts d'une main, en tout cas dans les paroles et dans la présentation. Qu'est-ce qui vous différencie alors? C'est un conservateur catholique? Pas grand-chose. Mais je l'avais même dit, la seule chose, c'est une différence de choix. C'est-à-dire que lui, il a fait le choix
de préférer travailler avec, de fait, un gouvernement de centre-gauche et d'évoluer dans cette voilà, plutôt que de faire la grande alliance avec le camp national. Je le disais, hein, pour ceux qui en doutaient encore, hein, Marion Maréchal nous confirme bien que Bruno Retailleau est d'extrême droite. Hein. Bon, il y a peu de gens qui en doutent, mais il y en a quand même qui peuvent se poser encore la question. Il a eu le coup de tampon. Voilà, il a eu le coup de tampon. Justement, Bruno Retailleau, dans ce gouvernement, est-ce qu'il est là pour élargir la fenêtre d'Overton gouvernementale? C'est-à-dire, est-ce qu'il est là pour proposer des idées et dans lesquelles vont s'engouffrer d'autres? C'est pour ça que quand François Bayrou nous parle de submersion migratoire, aujourd'hui tout le monde reprend, enfin notamment le gouvernement reprend ça. Bruno Retailleau est là pour ouvrir des portes et permettre à d'autres de diffuser ces idées d'extrême droite. Et Modem, est-ce que tu veux commencer? Moi, j'ai aussi l'impression que de base, Retailleau a été mis en place dans le gouvernement pour assurer une non-censure du RN, même si on voit que cette tendance à se pousser vers l'extrême droite n'a pas attendu Retailleau. On avait déjà Darmanin avant, etc. C'était dans le gouvernement précédent, ceci dit. Oui, voilà, c'est pour. Enfin, oui, dans le gouvernement Barnier, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un ancien gouvernement? Oui, mais assez épisodique. Mais oui, j'ai l'impression qu'il est là aussi, surtout pour donner des balles au niveau d'une non-censure au RN, mais que ce Bruno Retailleau est aussi là pour pousser en avant les idées du RN, qu'il le valide, et pour rendre de plus en plus acceptable dans l'arc républicain, donc qui s'éloigne des extrêmes. En fait, pour moi, Retailleau, c'est quelqu'un qui a compris que l'extrême droite était en train de faire son trou médiatiquement, mais qu'il y avait toujours des gens qui se refusaient de voter pour l'extrême droite et qui, du coup, va essayer de se présenter en 2027. Alors, c'est de la politique fiction pour le moment, mais qui va essayer de se présenter en 2027 avec l'étiquette « Je suis le RN » pour qui vous avez le droit de voter sans voter pour l'extrême droite et sans avoir trop l'impression Le RN complexé, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le RN, mais vous pouvez voter pour moi, quoi. Pour les électeurs. Oui, après, de toute façon, il vient de l'extrême droite dès le début. Hein. On rappelle que voilà, dès le début, c'était De Villiers, qu'il était dans son parti aussi, qu'il a commencé politiquement avec lui, qu'il a toujours eu ses idées. Hein. Je vous invite, c'était la semaine dernière, Arrêt sur Image, qui a fait une spéciale, voilà, une rétrospective pour voir d'où il venait, du Puy du Fou et de Radio Alouette aujourd'hui. Mais en fait, il n'a jamais véritablement changé. Il y a peut-être plus une évolution de discours, puisqu'on en parlait de Darmanin, encore qu'elle est assez sensible, mais... que Retailleau, finalement, j'ai envie de dire, tristement, il est un petit peu toujours fidèle à ses idéaux réactionnaires qu'il a toujours eu. Et vous pensez, c'est intéressant du coup, cette politique fiction dont tu nous parles, Emo, toi, Damon, tu penses que Retailleau pourrait aussi se dire... Je peux y aller en 2027, maintenant qu'en plus même les gens d'extrême droite me valident, je leur aurais montré pendant 2-3 ans que je peux porter leurs idées, et ça permettrait à ceux, comme tu dis très bien Emo, qui n'osent pas quand même s'ils sont de plus en plus nombreux à oser et s'en afficher sans problème à voter RN, de se dire bon, on votera notamment Retailleau. Est-ce que ça peut être un scénario possible pour toi, Damon? Alors moi, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, je me souviens un petit peu du passé. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie de droite décomplexée? Ça peut fonctionner à court terme. Ça peut donner l'élection de Nicolas Sarkozy. À ne serait-ce que moyen et long terme, on voit que ça produit évidemment l'inverse et que les gens se disent on va plutôt aller choper l'original plutôt que la copie. Parce que quand tu dédiabolises les idées, en fait, les gens sont plus complexés de voter RN. Effectivement. Une stratégie à courte vue. Il est parfaitement délétère. On a quelques petites minutes encore et c'est bientôt la fin. Et j'ai en guise de dessert un petit sujet, mais du coup la politique fiction nous permet d'en parler. C'est notre cher ami Cyril Hanouna, dont une rumeur dit qu'il pourrait se présenter en 2027. Maintenant, voilà, il est clairement, on va dire, il valide énormément de thèses d'extrême droite. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de monde justement sur cette ligne-là si Cyril Hanouna, présentateur de TPMP, venait à se présenter? Emo ou nous Damon. Faire une Trump en voilà, soi. faire une Trump, c'est ça un peu. Moi, j'en ai un peu parlé avec mon chat, avec les gens de mon stream, le public, qui cette semaine, parce qu'on a vu un peu toutes les annonces qu'il y a eu, etc. Donc Cyril Hanouna qui aime bien actuellement se donner des gages comme étant un grand ami de Musk, alors, on ne sait pas, c'est pas clair. Est-ce qu'il va vraiment rencontrer Musk ou pas? Est-ce qu'il va rencontrer Trump? On s'en moque un petit peu, en vrai. Mais il y a cette question de si Hanouna vient à se présenter. Alors, moi, d'un côté, je me dis, partons du principe qu'il le fait. D'un côté, où il va
prendre des voix à l'extrême droite et ça va juste diviser les voix. S'il n'y a pas de vote unitaire de l'extrême droite pour Marine Le Pen, moi, comme il s'était passé avec Zemmour. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus un vote utile d'extrême droite. Hein. Oui, c'est ça. Et en même temps, je me dis, où il va prendre des voix, ou ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'il va juste servir, comme Zemmour, à juste droitiser le débat, faire encore en sorte qu'on ait un candidat en plus qui tient des propos de droite, voire d'extrême droite, pendant tous les débats, pendant tout le pays, qui va droitiser littéralement les idées, offrir encore plus de place au discours d'extrême droite, pour à la fin se retirer au profit de Marine Le Pen et dire « Oh là là, au final, je ne suis pas là, mais allez-y ». Donc, qui aurait juste servi à droitiser le discours, ouais. Damon, est-ce que justement, c'est quand même hypothétique pour lui, une vraie utopie, car il lui manquerait peut-être un parti derrière lui, parce que Zemmour, il a réussi à créer le sien. Est-ce qu'Hanouna réussira à créer un parti politique pour le porter à la présidence de la République ? Il faut les 500 signatures aussi. Ouais, aussi, c'est vrai, déjà. Alors, après, il est capable de le faire en mode... J'ai vu une take dans un numéro de l'UMA de la semaine dernière qui disait que de toute façon, il a croisé de 3 chemins. Soit rester dans le groupe Canal, mais Maxime Saada, il a l'air de pas pouvoir blairer Hanouna, ou de plus pouvoir le blairer. Soit partir sur M6 pour faire du contenu plus lisse et moins politiquement problématique. Soit être candidat, mais dans ce cas-là, ce serait plus sur le format, rien à voir avec le fond, mais une candidature à la Coluche ou Beppe Grillo, des humoristes qui sont... Je sais pas si Hanouna est humoriste ou s'il a jamais prétendu l'être, mais ce serait plus ça, la modalité qu'il envisagerait pour une candidature, des informations qui me sont remontées. Après, il est même plus soutenu par Bolloré. Moi, je vois pas d'autres... En fait, je comprends son geste dans le fait qu'il a quoi d'autre à faire. Parce que maintenant, j'ai l'impression qu'il est un peu grillé dans le paysage médiatique. Si l'Arcom accepte que Touche pas à mon poste soit déplacé sur une autre chaîne, alors que c'est déjà pour ça que C8 saute, je pense. Parce qu'au bout d'un moment, on se moque encore plus de nous sur Arcom, j'ai l'impression. Mais ouais, il a quoi d'autre en vrai ? Il a rien à y perdre, j'ai l'impression. Sa carrière est finie. Donc ouais, ça, on verra bien, comme on dit, c'est de la politique fiction. On verra d'ici 2027 ce qui se passera. Beaucoup de choses peuvent se passer. Hein. Qui aurait cru à l'époque que Zemmour allait se présenter ? Finalement, il l'a fait. Bon, il n'a pas fait des gros scores. Qui plutôt encore aurait cru que Macron allait même devenir président ? Donc, et finalement, ça s'est passé. Donc, on verra bien ce qui se passera pour 2027. En tout cas, merci beaucoup, Emo. Je rappelle, hein, ta chaîne Twitch au nom d'Emodem. Merci beaucoup aussi, Damon. Rappelle également ta chaîne Twitch et tes réseaux sociaux, Damon, au nom de Damon. Si vous ne dormez pas la nuit. Ouais, si vous ne dormez pas la nuit, effectivement. Et si vous aimez l'actualité internationale. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Comme je le dis très souvent après ces émissions avec des streamers, j'espère vraiment qu'on va maintenir aux médias ce format et vous inviter régulièrement tous. Là, on a une petite team de 6, 7, 8 streamers. Donc, j'espère qu'on renouvellera régulièrement ce type d'émission avec vous. Merci à toutes et à tous. Faites du bruit dans les commentaires. Ouais, commentez. N'hésitez pas à partager aussi, c'est très important. Merci à tous et à tous d'avoir suivi ce numéro de l'Actu C'est vous. Hein. C'est également à l'ensemble, merci également à l'ensemble de l'équipe que vous ne voyez pas et qui permet de créer tous les jours ce programme. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Donc si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement partager votre opinion, il vous suffit de nous laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à actu@lemediatv.fr ou au 06 86 46 08 46. Et si vous avez raté le début de cette émission et que vous souhaitez la revoir en entier, ne manquez pas sa rediffusion ce soir à 22h sur le canal 165 de la Freebox, sur l'application Molotov. Sachez que sans vous, le média et ce type d'émission n'existerait tout simplement pas.